On rencontre bien des chefs militaires dans l'histoire, mais aucun n'est aussi énigmatique et singulier qu'Alexandre le Grand. À l'âge de 30 ans, il régnait en maître sur l'un des plus grands empires de tous les temps. Des oliviers de sa Grèce natale au palais ancien de l'Inde, Alexandre a créé un pont entre l'Orient et l'Occident et changé à jamais le visage du monde antique. C'est un sage et un meurtrier. C'est un fou et un génie. Alexandre a une personnalité très riche. Il est tout cela à la fois et peut-être pas. Qu'est-ce qui a poussé Alexandre à partir à la conquête de ces terres lointaines? Nous allons tenter de le savoir. Était-il un génie militaire ou un tyran assoiffé de sang? Ses exploits sont entrés dans la légende et pourtant, grisé par le pouvoir, Alexandre n'est-il pas devenu son propre ennemi et peut-être même le plus dangereux? Nous sommes à Babylone, en juin de l'an 323 avant Jésus-Christ. Alexandre est alité, gravement malade, dévoré par la fièvre. Après 30 000 kilomètres de conquête sanglante, il doit finalement renoncer à la poursuite de la gloire éternelle. Les hommes d'Alexandre sont soucieux et se pressent à son chevet. Flavius Arrien, historien grec, décrit la scène. La plupart, tenaillés par la douleur et l'amour de leur roi, entrèrent de force pour voir Alexandre. Quelques heures plus tard, le monde antique a perdu l'un de ses plus fameux guerriers. À quoi attribuer cette mort prématurée à 32 ans? Quelle force a donc terrassé le conquérant? Pour trouver des réponses, nous devons reconstituer le fil de ce destin hors du commun. Alexandre naît à Pella, dans le nord de la Grèce, en 356 avant notre ère. L'âge d'or de la Grèce antique est révolu depuis longtemps. L'empire affaibli n'est plus qu'une poignée de cités-États qui s'entredéchirent. C'est une proie facile pour le père d'Alexandre, le roi Philippe, un rude guerrier, amateur de femmes et de boissons. Son courage sur le champ de bataille lui vaut l'admiration de ses troupes qui ont connu bien des combats. Son armée compte parmi les meilleurs du monde antique. Mais Philippe est aussi un politicien impitoyable. C'est en écrasant les tribus rebelles de la région qu'il a créé la Macédoine. À mon sens, Philippe a accompli des choses extraordinaires. C'est l'homme le plus sous-estimé de l'Antiquité. Il contrôlait parfaitement son armée. Un génie militaire vraiment exceptionnel. Tantôt diplomate, tantôt sanguinaire, Philippe conquiert presque toute la Grèce. C'est de son père qu'Alexandre tient son talent militaire et l'art d'être un meneur d'hommes. Mais sa mère, Olympias, exerce elle aussi une grande influence sur lui. C'est à elle qu'il doit son naturel passionné et émotif. Elle avait une influence énorme sur Alexandre. C'était une femme à forte personnalité, presque mystique. Olympias pratique des cultes religieux, notamment celui de Dionysos, dieu du vin et des passions. On raconte qu'elle adore la divinité en dansant frénétiquement jusqu'à tomber dans des transes mystérieuses. En un sens, Olympias était tout aussi étonnante et intimidante que son mari. C'était une femme très intelligente, une fine politicienne et aussi une dure à cuire. Elle était très possessive envers son fils et l'aimait sans doute énormément, mais elle veillait jalousement sur lui. Elle protégeait ses intérêts. Olympias fait courir le bruit qu'elle a été fécondée par Zeus, le dieu des dieux qui aurait pris l'apparence d'un serpent. Toute sa vie durant, Alexandre va être fasciné par l'idée qu'il pourrait être un peu plus qu'un simple mortel. Le père et la mère du jeune homme ne sont pas les seuls à façonner sa personnalité. Son précepteur est tout aussi important. Ce n'est autre qu'Aristote, le grand philosophe grec. Il lui enseigne la grandeur de la culture grecque, notamment à travers les épopées mythiques. C'est lui encore qui lui fait apprécier l'Iliade d'Homère, le récit des guerres troyennes,
L'œuvre est centrée sur des héros à la force surhumaine qui conquièrent la puissance et la gloire grâce à leurs exploits. L'un de ces héros est Achille, l'archétype du guerrier grec qui doit choisir entre une longue existence monotone et une gloire éclair au combat. Il opte pour la postérité au prix d'une mort précoce. On ne peut pas sous-estimer l'influence d'Achille sur Alexandre. Il pense lui-même être un de ses descendants mythiques de par sa mère. Je crois que, très jeune, Alexandre a considéré Achille comme un modèle auquel il devait se mesurer, lui qui voulait toujours être le premier, être le meilleur, pour citer Homère. Et quand je dis se mesurer, c'est à la fois l'imiter, mais aussi se poser comme son rival. Quoi qu'Achille ait pu accomplir, Alexandre veut faire mieux. Alexandre quitte le foyer familial pour étudier 3 ans auprès d'Aristote. À son retour, il a 16 ans. L'autre modèle de son enfance, le roi Philippe, s'est remarié. Pire, il a eu un autre fils qui menace la position d'Alexandre dans la succession au trône. De quoi attiser la colère et le ressentiment du jeune homme. Il se dispute violemment avec son père. Alexandre s'en est certainement trouvé aigri. Leur relation s'est dégradée. Je crois que c'est un trait psychologique universel commun à toutes les cultures dans ce genre de situation. Le profond sentiment de rivalité du fils qui veut à tout prix surpasser son père. Entre le père et le fils, la querelle s'envenime. Alexandre finit par s'exiler. Les deux hommes se réconcilient un peu plus tard, mais la trêve est de courte durée. Un soir d'été de l'an 336 avant Jésus-Christ, Philippe réunit la famille royale pour fêter le mariage de sa fille. À l'entrée, le roi marque une pause pour accueillir les invités. Un homme se précipite sur lui et le frappe d'un coup mortel. On pense qu'il s'agit d'un amant éconduit. Comme il était courant dans la Grèce antique, Philippe avait à la fois des amants et des maîtresses. Le roi meurt sur le coup. Le meurtrier est mis à mort immédiatement, sans être soumis à la torture. Il aurait pu dénoncer des complices en haut lieu. A-t-il agi seul ou avec l'aide d'autres conspirateurs? Pour certains historiens, c'est la mère d'Alexandre qui a commandité le meurtre, agissant par ruse. Il faut dire qu'elle a été répudiée pour une femme plus jeune. Moi, je pense qu'elle était dans le coup. Après tout, c'est à cause de cela qu'elle avait perdu sa position d'honneur. Elle n'allait pas attendre les bras croisés. En Macédoine, comme partout, il n'y a rien de pire qu'une femme éconduite. Que penser d'Alexandre? Aurait-il joué un rôle dans la mort de son père? Si l'on regarde à qui profite le plus la mort du roi, c'est incontestablement à Alexandre. Au moment de son assassinat, Philippe s'apprêtait à partir pour l'Asie, à se lancer dans une grande campagne de conquête, mais sans son fils. Son père comptait le laisser sur place, sans doute avec le titre de régent. Et Alexandre perdait ainsi l'occasion de connaître la gloire dans l'expédition. Et la gloire, c'est ce qu'Alexandre veut par-dessus tout. Il doit donc étouffer les soupçons pour garder le soutien de la noblesse macédonienne qui lui est indispensable. Âgé seulement de 20 ans, Alexandre devient roi. En accédant au trône, il hérite d'une excellente armée, mais aussi d'une situation politique instable. Il lui faut 1 an pour réprimer une rébellion en Grèce et affirmer son autorité. Mais il ne peut pas se contenter de la Macédoine. Impatient et ambitieux, il rêve d'autre chose. Son choix se porte sur l'éternel ennemi de la Grèce, la Perse. À cette époque, l'empire perse s'étend de la Turquie moderne au Pakistan. 150 ans auparavant, les Perses avaient incendié la ville d'Athènes et détruit ses temples. Un crime de guerre resté gravé dans toutes les mémoires. Avant sa mort, le roi Philippe prévoyait d'envahir la Perse.
C'est l'occasion pour Alexandre de prendre sa revanche. Je pencherai pour cette hypothèse. L'ambition furieuse d'Alexandre grandit au fur et à mesure des succès éclatants de son père. C'est comme si une petite étincelle très puissante s'était détachée de Philippe pour devenir une flamme dévorante. Une flamme dévorante qui va presque consumer Alexandre lui-même. Tout au long de sa brève existence, Alexandre va être hanté par Philippe. Cela le conduira à multiplier les exploits pour prouver qu'il est à la hauteur et peut-être bien meilleur que son propre père. Obsédé par le spectre de Philippe, Alexandre se lance à la poursuite de la gloire. À la tête de son armée, il franchit l'Hellespont, ancien nom des Dardanelles. Nous sommes en 334 avant Jésus-Christ. C'est le début d'un périple qui va durer 11 ans. Ses conquêtes et son ambition vont changer à jamais la physionomie du monde antique. Il marque une première étape sur les murs saccagés de Troie pour rendre hommage au héros de son enfance, Achille. Il se rend sur la tombe d'Achille accompagné d'Héphestion, dont on pense qu'il était son amant. À l'image de la grande aventure troyenne, Alexandre se prépare à livrer sa propre bataille épique. Son adversaire est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, le roi Darius III. Le monarque perse ne sait pas encore à qui il a affaire. Le père d'Alexandre a laissé à son fils un héritage inestimable, une armée disciplinée parmi les mieux entraînés. Plus encore que Philippe, le jeune souverain est un meneur d'hommes, charismatique et mobilisateur. Je crois que la clé du génie militaire d'Alexandre, c'est qu'il sait prendre des décisions. Il est audacieux, sans peur, au point d'être parfois inconscient. Il semble qu'il n'hésite jamais à se lancer à corps perdu dans l'action. Les conquérants prennent la direction du sud, vers Issos, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Comparé à l'armée de Darius, les troupes d'Alexandre sont inférieures en nombre. Mais le jeune homme raffole précisément de ce genre de défi. Alexandre a une capacité d'adaptation qui est la marque des grands généraux. Dans l'histoire militaire, seuls les plus grands en ont été capables. Il pouvait évaluer une situation en un clin d'œil et trouver un plan pour surmonter tous les obstacles qui auraient arrêté n'importe quel autre commandant. Alexandre juge immédiatement son ennemi. L'infanterie est protégée par des archers, ce qui prouve que Darius n'a pas confiance dans ses fantassins. Alexandre déclenche les hostilités en utilisant l'une des armes les plus puissantes de son arsenal, la peur. C'est absolument terrifiant. Ils entrechoquent leurs boucliers, agitent leurs lances dans tous les sens et marchent droit devant eux pour l'assaut final, le tout en poussant des hurlements à donner le frisson. Terrifiant. L'armée d'Alexandre traverse un fleuve pour attaquer les Perses sur l'autre rive. Un chaos indescriptible s'ensuit. Le flanc gauche de l'armée perse ne résiste pas. Cette bataille phénoménale est représentée sur une mosaïque retrouvée à Pompéi, dans un style presque photographique. Il s'agit sans doute de la copie fidèle d'une fresque de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alexandre se retrouve face à Darius, l'instrument de sa vengeance. Il commence par transpercer la cuirasse de son garde du corps. Les soldats perses observent la scène avec terreur. Face à cet homme décidé et assoiffé de vengeance, Darius s'enfuit au galop. Quand les soldats perses voient Darius le Grand, leur roi, s'enfuir de cette façon, qu'est-ce qu'ils peuvent penser? L'impact psychologique de cet épisode sur les Perses est énorme. Dès ce moment, Alexandre a gagné la bataille. Mais le jeune homme se montre impitoyable. À la fin de la journée, plus de 50 000 Perses ont péri.
Alexandre aime donner la mort. Au quotidien, il adore la chasse, et pas n'importe quelle chasse. Il y va tout seul, sans armes, et il affronte les lions. Vous imaginez ça? C'est sa façon de se maintenir en forme avant de s'attaquer à ses semblables. Mais le conquérant sanguinaire est aussi un homme ingénieux. Bien avant les politiciens modernes, Alexandre a compris l'importance de son image publique. Il est bien décidé à devenir une légende de son vivant. Il a fait venir dans son expédition son biographe personnel, une sorte de conseiller en communication, Callisthène. Dans la campagne d'Alexandre, Callisthène est l'agent de publicité, le conseiller officiel en relations publiques. À mesure de l'ascension d'Alexandre, Callisthène abreuve le public de ses récits du front. C'était un peu le journaliste de guerre qui couvre l'expédition d'Alexandre. Après la bataille d'Issos, Alexandre et son armée continuent leur progression vers ce qui est aujourd'hui la côte libanaise. La plupart des cités se rendent, mais l'île de Tyr résiste farouchement. Face à la rébellion, Alexandre raisonne ainsi. Si vous n'êtes pas avec moi, vous méritez la mort. Commence alors pour Alexandre le siège le plus long et le plus sanglant de toute son expédition. Après 7 mois exténuants, l'armée parvient à franchir les murs. 7000 Tyriens sont tués, 30 000 autres sont capturés comme esclaves. Pour dissuader toute autre cité qui serait tentée de résister, 2000 combattants tyriens sont crucifiés. Quand il en a eu fini, il laisse à ses hommes sanguinaires le plaisir de s'en donner à cœur joie et de massacrer tous les hommes de la forteresse. Des scènes d'une brutalité incroyable, mais très efficace. Elles montrent aux ennemis potentiels ce qui les attend en cas de résistance. Lors d'un autre siège meurtrier, celui de Gaza, l'armée d'Alexandre extermine tous les hommes de la cité. D'un point de vue militaire, il n'a pas commis d'erreur, ou presque. Et il y a beaucoup à apprendre de son mode de commandement. Mais Alexandre a une face sinistre. Il est violent. Il se bat pour la gloire et réunit ce qu'il y a de pire dans le genre humain. Alexandre sait se montrer clément si ses ennemis se rendent, mais il est sans merci pour ses opposants. Baptiste, le gouverneur de Gaza, résiste jusqu'au bout. La punition qui lui est réservée illustre bien la cruauté d'Alexandre. Baptiste est ligoté et traîné à travers la cité jusqu'à la mort. Voilà qui rappelle un épisode bien connu, tiré de l'Iliade d'Homère. Achille y punissait son rival Hector en le faisant traîner autour des murs de Troie. Mais dans cette version antérieure, Hector était déjà mort. Alexandre porte au plus haut niveau l'art de la cruauté. Et dans bien des cas, c'est comme cela qu'il remporte ses victoires. Ses conquêtes n'auraient pas été aussi nombreuses sans ses tactiques brutales. Après ses victoires obtenues dans le sang, Alexandre est prêt à s'attaquer à l'Égypte, l'un des plus grands empires de tous les temps. Les pharaons égyptiens sont considérés comme des dieux vivants. Pour que leur gloire perdure, ils font construire des pyramides vertigineuses, de vastes temples et de nombreux monuments. Les Grecs sont fascinés par la civilisation égyptienne, mais l'adoration d'Alexandre est sans borne. L'idée qu'un grand souverain puisse aussi être un dieu lui plaît tout particulièrement. Après 2 années de combat, Alexandre s'enfonce dans les terres en direction de Memphis. Les Égyptiens souhaitent avant tout la défaite de l'oppresseur perse.
Ils se rendent sans même se battre et accueillent Alexandre à bras ouverts. Le nouveau souverain autorise la poursuite des pratiques religieuses et culturelles égyptiennes. En retour, les prêtres égyptiens confèrent à Alexandre le titre de pharaon. Cet épisode marque un tournant. Dès lors, le jeune homme va se persuader qu'il est réellement un dieu vivant. En 331 avant Jésus-Christ, il entame une nouvelle expédition pour aller consulter l'oracle de Siwa. Il cherche la preuve de sa nature divine. Cela représente presque 500 km. Le chemin de Siwa passait par un plateau, une terre relativement plate, mais entourée de dunes. Beaucoup de gens allaient consulter l'oracle. Il y avait donc sans doute un chemin, mais il pouvait facilement s'effacer. Quant aux conditions climatiques, il y régnait une chaleur abominable pendant la journée et un froid glacial la nuit. Une tempête de sable pouvait arriver très vite, et dans un cas pareil, on ne pouvait même plus voir sa propre main devant ses yeux. Effectivement, Alexandre et ses hommes se perdent après une violente tempête de sable. Mais la légende raconte que deux oiseaux sauvent le groupe en le guidant vers sa destination, la douce oasis de Siwa et le temple de Zeus Amon. Cette visite à l'oracle, c'est vraiment l'un des épisodes les plus fascinants de toute l'histoire antique. On peut réellement se demander si Alexandre n'a pas organisé cette expédition comme un exercice de communication pour faire savoir qu'il est le fils de Zeus. Alexandre pénètre seul dans le temple, laissant ses hommes attendre à l'extérieur. Alexandre est alors un jeune homme d'un peu plus de 20 ans, qui a déjà accompli des choses extraordinaires. Il se trouve dans une situation où soudain le peuple égyptien le traite comme un dieu sur terre. Il a de quoi se poser des questions. Il a parcouru du chemin depuis la Macédoine. Quand Alexandre sort du temple, ses hommes se précipitent vers lui et lui demandent « Alexandre, quelle était ta question ?» Il répond « Je ne vous le dirai pas ». Ils insistent « Mais nous avons entendu qu'on t'appelait le fils de Zeus ». Il dit alors « Très bien, vous pouvez répandre la nouvelle si vous le voulez ». Et ces hommes vont effectivement le crier sur tous les toits. Alexandre a permis que l'on fasse circuler cette version de son identité parce que je crois que ça confirmait ses soupçons antérieurs, à commencer par les histoires que racontait sa mère, qui prétendait qu'il était peut-être un peu plus qu'un humain. Dès lors, Callisthène, le fidèle scribe d'Alexandre, parle de son maître comme d'un dieu sur terre. Les Égyptiens vont eux aussi dans ce sens, en le représentant sur les murs des temples sacrés. À Luxor, Alexandre est montré les mains levées, en train d'adorer son père divin, le dieu Amon. En prétendant être une divinité, il échappe à toutes les critiques. Il joue désormais à un autre niveau bien supérieur. Mais Alexandre ne peut se contenter d'être un pharaon, un dieu vivant. Il est déterminé à battre une bonne fois pour toutes son vieil ennemi, Darius. Pendant le séjour d'Alexandre en Égypte, Darius rassemble une nouvelle armée pour l'affronter. En octobre de l'an 331 avant notre ère, c'est l'une des batailles décisives de l'histoire qui se joue dans la chaleur et la poussière de Gogamel, en Perse, au nord de l'emplacement actuel de Bagdad. Cette fois, les forces de Darius sont au moins 3 fois plus nombreuses que celles d'Alexandre. Mais il faut croire que le danger réussit à notre héros. Face au défi, il semble s'enhardir encore davantage. Ses hommes sont pratiquement encerclés. Mais les flancs résistent assez longtemps pour qu'une brèche s'ouvre dans les lignes perses. Alexandre saisit l'occasion et effectue une percée pour attaquer Darius. Une fois de plus, le roi des Perses prend la fuite. Sur le champ de bataille, Alexandre a une recette pour le succès. Il organise son armée en phalange.
des formations de 16 rangées de soldats armés de longues javelines. Avec ses phalanges, Alexandre utilise la technique du marteau et de l'enclume. Sa propre phalange, l'infanterie macédonienne, forme l'enclume. Il écrase les troupes adverses contre cette enclume en utilisant son marteau, c'est-à-dire sa propre cavalerie. Cette tactique du marteau et de l'enclume, il l'a utilisée à plusieurs reprises pour remporter des batailles. Darius se réfugie à l'est, dans les montagnes, et finit assassiné par l'un de ses officiers. Trois ans après son pèlerinage à Troie, Alexandre règne sur l'Asie. Il a accompli les projets inachevés de son père. De nombreux dirigeants se seraient contentés de ce triomphe déjà considérable, mais pas Alexandre. Il veut avancer à tout prix. En 329 avant Jésus-Christ, il poursuit sa route vers l'Afghanistan pour conquérir la frange est de l'Empire perse. Le défi qui l'attend est plus colossal que jamais. Les montagnes inhospitalières de l'Hindou-Kush, qui s'élèvent à 6000 mètres d'altitude. C'est presque le toit du monde. Alexandre choisit pour son armée de 30 000 hommes une route périlleuse. Pendant le franchissement de l'Hindou-Kush, les conditions météo sont hostiles. Pluie glaciale, neige et tempête. Elles rendent les choses difficiles, voire impossibles, pour n'importe qui. Mais pas pour Alexandre le Grand. À cette altitude, l'oxygène se raréfie et il faut faire des efforts considérables pour parcourir même de petites distances. Le passage est très étroit. L'armée est parfois obligée d'avancer en file indienne, sur plus de 15 km. Alexandre a une détermination de fer, et c'est la seule chose qui peut continuer à faire avancer ses hommes. Si l'on veut accomplir des exploits en s'appuyant sur une armée, il faut que cette armée soit prête à faire absolument tout ce qu'on lui demande. Et si l'on pense à ce qu'Alexandre exige de son armée, c'est abracadabrant. Pourquoi ces hommes le suivent-ils? Parce qu'ils ont avec lui des liens très forts. Mais avec le temps, ces liens sont mis à rude épreuve. Pour renouveler ses troupes, Alexandre recrute des soldats perses qui viennent grossir les rangs. Cette décision est très mal accueillie par les Grecs. Ce n'était pas seulement un problème militaire, mais aussi une question relationnelle. À la fin de la journée, les guerriers mettent pied à terre, rejoignent leur tente pour se désaltérer et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ce qui est à leurs yeux un barbare iranien, confortablement installé et qui boit un verre dans la même tente qu'eux. Ça ne leur plaît pas. Les soldats peuvent être très racistes. Leur mécontentement s'aggrave encore quand la personnalité trouble d'Alexandre se réveille. Lorsque l'armée atteint la cité légendaire de Samarcande, un banquet fastueux est organisé. Sous les effets de la boisson, le comportement capricieux d'Alexandre est démultiplié. L'alcool alimente sa mégalomanie. L'un de ses hôtes, Cléitos, a servi sous le règne du roi Philippe et sauvé la vie d'Alexandre sur le champ de bataille. Le vin coule à flot, mais l'humeur tourne au vinaigre. Alexandre se vante et prétend que ses exploits sont bien plus héroïques que ceux de son père. Cléitos est contrarié. Il écoute sans mot dire, puis finit par s'écrier « Toute ta gloire, tu la dois à ton père ». Ivre-mort, Alexandre empoigne une lance et tue son ami avant de s'effondrer en pleurs. Il prend très mal la phrase de Cléitos pour plusieurs raisons. Elle insinue qu'Alexandre accorde officiellement à son père une place qui ne lui fait absolument pas justice. En d'autres termes, la machine de propagande d'Alexandre a fait le travail et c'est Alexandre lui-même qui l'a voulu.
Alexandre veut maintenant s'assurer un contrôle absolu sur ses hommes. Il demande à ses soldats et à ses officiers de s'incliner devant lui et de l'embrasser. Il embrasse les officiers en retour pour montrer qu'il est leur égal, mais les Macédoniens ne veulent pas se plier à ces embrassades. Pour les Grecs, seuls les dieux sont dignes d'une telle adoration. Beaucoup d'entre eux refusent d'obéir à Alexandre. Parmi ceux-là, Callisthène, l'homme qui a créé son mythe. Aux yeux de Callisthène, cette cérémonie n'est digne que des barbares et des esclaves. Elle trahit les coutumes grecques. Il se rend compte qu'Alexandre est en train de devenir un tyran absolu, un despote. Toujours impitoyable, Alexandre fait torturer et tuer Callisthène. Alexandre a sans doute été victime de son propre succès. Il avait peut-être aussi intégré cette idée d'origine divine, sa propre folie des grandeurs. Au bout d'un moment, cette sensation de grandeur a pesé sur la conduite de ses campagnes et sur les relations avec ses soldats. Après 8 ans d'expédition, Alexandre a conquis l'Égypte et la Perse et vaincu les peuples d'Asie centrale. Son empire s'étend de la Grèce à l'Afghanistan, sur plus de 5 millions de kilomètres carrés. Il poursuit sa route vers l'Orient, vers les confins du monde connu, là où se trouvent les terres de l'Inde mystérieuses et exotiques. Il avance vers l'Est. C'est la route d'invasion utilisée par les Perses pour conquérir une partie de l'Inde. En tant qu'héritier de l'Empire perse, il veut faire la même chose. Il emprunte donc le chemin qu'avaient parcouru des armées avant lui, et que d'autres reprendront plus tard, le col de Khyber. Sur ces terres mystérieuses, Alexandre comprend que toutes les règles ont changé. Il est confronté à un puissant Raja, bien déterminé à l'arrêter. Les Indiens ont réuni une armée de 50 000 hommes et emploient une arme inconnue, terrifiante, 200 éléphants de guerre. Ces colosses de près de 3 mètres de haut, qui pèsent jusqu'à 5 tonnes, sont les tanks des guerres antiques. Ils sont capables de charger et de broyer l'ennemi sous leurs pattes. Alexandre comprend très vite qu'il ne peut pas risquer une confrontation directe avec ces forces titanesques. Il sait planifier, évaluer la répartition, l'espace, pour maintenir en permanence une ambiguïté sur ses propres intentions. Il fait croire qu'il va à droite et coupe soudain vers la gauche. En Inde, il feint un faux passage de rivière avant de traverser à un endroit imprévu. Dans cette attaque surprise, les hommes d'Alexandre se servent de leurs longues javelines pour irriter les éléphants. Les éléphants se retrouvent au centre. Les lances et les flèches qui se plantent dans leur peau les rendent fous. Dans cette situation, ils sont furieux, apeurés et ils souffrent. Ils se retournent autant contre les Indiens que vers les Grecs. Au terme de l'une des plus terribles batailles de la carrière d'Alexandre, l'armée indienne est balayée et le Raja se rend. Mais Alexandre crée la surprise. Impressionné par la bravoure de son adversaire, il lui restitue son royaume. Désormais, la légende d'Alexandre est fermement ancrée en terre indienne. Alexandre le Grand est encore très vivant en Inde, de différentes façons. Les Indiens le voient comme un grand personnage héroïque, et cela se ressent un peu partout dans leur interprétation de l'histoire. On se rend compte que l'héritage d'Alexandre se retrouve dans presque toutes les réussites artistiques de l'Inde. C'est très clair dans la littérature indienne, dans la sculpture et la peinture. Encore aujourd'hui, dans le nord-ouest de l'Inde, on peut admirer des divinités indiennes représentées dans des poses grecques, parce que les sculpteurs ont été influencés par l'art hellénique.
Alexandre imprime sa marque sur l'Inde. Mais malgré sa victoire triomphante, les longues années de combat ont sérieusement sapé les forces de son armée. Pour aggraver encore les choses, la mousson s'installe et semble ne jamais devoir cesser. C'est sans doute très dur psychologiquement pour ces Macédoniens qui n'ont jamais rien connu de pareil. Les troupes, qui ont parcouru près de 30 000 km en 8 ans, refusent d'aller plus loin. C'est la première fois qu'Alexandre perd une bataille, et c'est contre ses propres hommes. Il n'a pas le choix, il faut rebrousser chemin. Imaginez, il a à peine 30 ans et il est sur le point d'atteindre cet endroit mythique où le monde laisse la place à une vaste étendue d'eau. Il est tout près du but. Il a prévu de faire des sacrifices aux dieux que son père divin lui a appris à honorer. Et il va pouvoir enfin dire « Retourne dans ton trou, Philippe, tu n'es jamais arrivé si loin ». Alors oui, bien sûr, c'est égocentrique. Mais quel but pour lui? Et soudain, tout le monde s'en va, l'abandonne lâchement. Alexandre retourne sur ses pas, vers la Perse. Il entraîne ses troupes dans une nouvelle expédition d'envergure, cette fois à travers des terres stériles et désertiques, l'une des régions les plus sèches de la planète. On ignore pourquoi Alexandre emprunte ce chemin. C'est peut-être une punition pour ces hommes qui ont refusé de le suivre jusqu'aux confins de la terre. Le terrain a changé considérablement. Il est passé d'une terre stérile, brûlée par le soleil, au sable mouvant du désert, où l'armée s'enfonce au moins jusqu'à la taille. Ils sont des milliers à mourir d'insolation, de soif ou d'épuisement. Moins d'un tiers des hommes d'Alexandre survivent à cette épreuve. Il pense pouvoir tout conquérir, et jusque-là, il a triomphé partout. Il croit pouvoir surmonter cette nouvelle épreuve, mais il se trompe. C'est l'épisode le plus terrible de la campagne. Pourtant, la traversée réussit. C'est un miracle en soi. Dans les derniers temps, on ne savait jamais ce qu'Alexandre s'apprêtait à faire. Ses actes et ses politiques sont insondables. Il est imprévisible et constitue par là même une menace pour ses hommes. Alexandre marche sur la cité perse de Suse, où il réserve à ses hommes une nouvelle surprise. Il force près d'une centaine d'officiers macédoniens à épouser des femmes perses. Ces couples mariés doivent rester sur place. Ces hommes sont censés avoir avec ces femmes d'innombrables enfants irano-macédoniens qui seront les princes de l'avenir. Les hommes d'Alexandre acceptent très mal ces mariages. La colère gronde. Mais pour Alexandre, la fusion de l'Orient et de l'Occident est une question pratique. Il met un point d'honneur à prendre lui-même 3 épouses étrangères. Pour régner sur un empire composite, il veut mêler les cultures. Il a hâte de bâtir son nouvel empire. Ce n'est plus l'empire qu'il a conquis, ce n'est plus celui qu'il a porté avec lui depuis la Grèce et la Macédoine, c'est un nouvel empire moyen-oriental. Alexandre conduit son armée vers le nouveau siège de son empire, Babylone. Au cours d'une chaude nuit de beuverie, il tombe mystérieusement malade. Inquiets, ses lieutenants macédoniens se pressent à son chevet. Après 11 jours de fièvre intense, il meurt à l'âge de 32 ans.
Qu'est-ce qui a tué Alexandre? La maladie? L'alcool? Un meurtre? Certains experts pensent que c'est la typhoïde. Pour d'autres, il a été empoisonné par une poignée d'officiers fatigués de ses colères soudaines et qui acceptent mal son exigence d'être adoré comme un dieu. Mais depuis des siècles, les historiens s'interrogent sur les causes de sa mort. Je suis sûr d'une chose, Alexandre n'a pas été empoisonné. Le dîner fatal est daté du 29 mai, je crois. Or, il meurt seulement le 10 ou le 11 juin. Si on avait voulu empoisonner Alexandre, on lui aurait administré une dose massive. Alors, qu'est-ce qui l'a tué? Ça ne peut pas être une épidémie. Il n'y a pas eu d'hécatombe autour de lui. Ce n'est donc pas une forme de grippe asiatique. C'est une maladie qu'il est le seul à avoir eue. Je penche pour la malaria. Mais le corps d'Alexandre ne peut pas être étudié, car il a été perdu. Alors que la procession funèbre avance vers la Macédoine, elle tombe dans l'embuscade d'un général d'Alexandre qui veut faire porter le corps en Égypte. Pendant des siècles, le corps d'Alexandre repose dans la cité d'Alexandrie. C'est certainement l'une des reliques les plus sacrées de l'Empire romain. Après sa mort, le culte d'Alexandre est devenu une affaire très sérieuse. Jules César viendra rendre hommage au héros mort. L'empereur romain Auguste déposera une couronne dorée sur le cercueil avant de parsemer le corps de fleurs. Mais il se passe quelque chose d'étrange au IVe siècle après Jésus-Christ. Le tombeau disparaît. Depuis cette époque, la sépulture d'Alexandre est en quelque sorte l'autre saint Graal des archéologues. Certains experts pensent qu'elle a pu être détruite lors d'une guerre ou d'un tremblement de terre. Mais un historien britannique propose une théorie plus séduisante. Selon Andrew Chugg, cette carte datant du XVIe siècle pourrait nous indiquer l'emplacement du tombeau. Au centre exactement, on voit un bâtiment, une petite maison qui pourrait être une chapelle, juste à côté du minaret d'une mosquée, et qui est appelée Domus Alexandri Magni, ce qui en latin veut dire « maison d'Alexandre le Grand ». On a localisé un sarcophage à cet endroit précis. Il était destiné au pharaon égyptien Nectanebo II, qui n'a pourtant jamais été enterré là. Serait-ce donc la dernière demeure d'Alexandre? Au XIXe siècle, Napoléon redécouvre cette sépulture. Mais lorsqu'il est battu par la Grande-Bretagne, le sarcophage vide est envoyé à Londres. Il se trouve aujourd'hui au British Museum. Il a peut-être abrité les restes d'Alexandre le Grand. Quand on pense que Jules César est allé le voir, Auguste également, que Napoléon l'a sans doute touché, on en a le frisson. Mais le British Museum rejette la théorie d'Andrew Chugg. Aucune trace d'ADN ne pourra plus nous aider à résoudre cette énigme. La recherche se poursuit pour retrouver le corps du conquérant enterré quelque part sous les dunes mouvantes du désert ou peut-être, selon certains, sous la ville à laquelle il a donné son nom, Alexandrie. Le corps d'Alexandre est peut-être perdu pour l'histoire, mais son héritage est encore bien vivant. Aujourd'hui encore, les écoles militaires étudient ces tactiques brillantes. Il y a des méthodes, des façons de penser et d'agir qui sont récurrentes quand on étudie son commandement. Et ces modèles sont applicables au monde d'aujourd'hui, autant qu'à celui d'Alexandre. Un commandant de haut rang est responsable de milliers de vies. Il doit avoir une vision d'ensemble, un sens de la discipline et une confiance inébranlable dans ses troupes. Alexandre le Grand était un meneur d'hommes charismatique, qui connaissait l'art d'entraîner ses soldats dans une campagne de longue haleine. Grâce à son sens du contact avec ses troupes, il savait qu'il pouvait leur faire confiance sur le champ de bataille. Il pouvait demander n'importe quoi à ses hommes, mais n'hésitait pas à donner de sa personne. Il menait la charge, s'exposait au danger.
Il fréquentait les plus bas échelons de son armée. Il connaissait beaucoup de ces hommes par leur nom. Il faut dire qu'ils étaient en campagne depuis longtemps, ce qui avait créé des liens très forts. Au fil des siècles, de nombreux chefs militaires se sont appuyés sur les techniques éprouvées utilisées par Alexandre lors de ses batailles. Les empereurs romains se sont inspirés du mode de gouvernement autocratique d'Alexandre. S'ils l'aimaient, c'est parce qu'il avait réussi ce que les autres croyaient impossible. On raconte qu'à l'âge de 32 ans, Jules César pleurait en pensant qu'il n'avait pas encore égalé Alexandre. Il est évident que Jules César, comme beaucoup d'autres Romains, a un complexe vis-à-vis d'Alexandre. Il est jaloux de lui. Qui ne l'était pas à Rome? L'un des plus grands généraux de l'Antiquité, Hannibal, a lui aussi été influencé par Alexandre. Tous deux sont animés par la haine d'un vieil ennemi. Alexandre va punir les Perses. Hannibal en veut aux Romains. Bien plus tard dans l'Amérique révolutionnaire, la stratégie militaire de George Washington devait elle aussi beaucoup à Alexandre. Dans toutes les décisions de Washington, on retrouve l'influence d'Alexandre le Grand. La traversée du fleuve Delaware est une réplique exacte, en termes de stratégie et de tactique, de la bataille de l'Hydaspes remportée par Alexandre. En décembre 1776, le général Washington, à la tête de ses troupes épuisées, traverse le fleuve Delaware, pris dans la glace, pour attaquer les Anglais. La victoire inespérée de Trenton est un véritable tournant dans la guerre d'indépendance américaine. Alors qu'il n'est qu'un enfant, le général corse Napoléon Bonaparte est lui aussi fasciné par la légende d'Alexandre le Grand. L'ambition dévorante de Napoléon lui fait rapidement gravir les échelons de l'armée. Comme Alexandre, il fonde son pouvoir sur une série de victoires militaires audacieuses. À la première occasion, il est parti sur les traces d'Alexandre lors de la campagne d'Égypte. Il admire beaucoup la politique religieuse d'Alexandre, mais aussi la façon dont il s'adapte à toutes les circonstances, dont il peut comprendre le point de vue de n'importe quel pays où il se trouve. En 1802, il se fait élire consul à vie par le peuple français. 2 ans plus tard, il est couronné empereur. Comme Alexandre, Napoléon inspire une loyauté sans faille à ses hommes. Les 2 hommes connaissent leurs soldats par leur nom et les récompensent pour leur bravoure au combat. Quand Napoléon envisage d'envahir la Russie, il pense à Alexandre en raison de la distance qu'il attend. Mais contrairement à Alexandre, Napoléon connaîtra des défaites militaires et, pour finir, l'exil. Malgré un parcours différent, Napoléon est convaincu, comme Alexandre, d'être promis à un grand destin. Il prétend « À la guerre, les hommes ne sont rien. C'est un homme qui est tout ». Il est le modèle ultime de tous les temps, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est cela qui en fait une icône si fascinante, presque irrésistible, pour tous ceux qui aspirent à la grandeur et aux hautes responsabilités. L'art de la guerre n'est qu'une facette de l'héritage d'Alexandre. Il a également ouvert de nouvelles routes de commerce et forgé des relations culturelles entre l'Orient et l'Occident. Alexandre a largement diffusé la culture grecque. On a commencé à jouer les tragédies grecques dans ce qui est maintenant l'Iran. La philosophie grecque s'est propagée en Inde et même jusqu'au Sri Lanka. C'est une fertilisation culturelle incroyable. Mais c'est avant tout pour son talent militaire exceptionnel qu'il est admiré. Alexandre le Grand est devenu le symbole de l'ambition sans limite et des exploits hors du commun.
Son courage, sa nature intrépide, sa spontanéité, la loyauté qu'il inspirait. On a beau savoir tout cela, c'est difficile de se le représenter. Alexandre le Grand, un dirigeant légendaire, obsédé par son propre mythe. 2500 ans plus tard, nous parlons encore de ses exploits extraordinaires. En fin de compte, il a donc obtenu l'effet qu'il voulait.